Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire informatif sur les laboratoires vivants. Living Lab, c'est un volet de la programmation des recherches intersectorielles sur le vieillissement en concours 25-26. Donc, sans plus tarder, regardons ensemble les plans de cette séance. Je vais tout de suite après laisser la parole à Marie-Pierre Cossette, directrice au Grand Défi des sociétés, et ensuite passer un peu sur le contexte qui englobe ce concours, faire un focus sur l'approche laboratoire vivant. Vous allez vite comprendre pourquoi, car on renouvelle des laboratoires vivants déjà existants, mais aussi on ouvre la place à des nouveaux laboratoires vivants. Alors, on pensait que c'était important d'avoir quand même une compréhension commune des grandes assises du laboratoire vivant comme approche. Ensuite, on va voir les objectifs généraux et spécifiques du volet laboratoire vivant. On va aller en profondeur un peu plus pour comprendre la différence entre les volets. On va survoler la question de la composition des équipes de recherche, donc de l'admissibilité jusqu'au rôle. On va voir quels sont les documents obligatoires à soumettre pour que la demande soit recevable et complète. On regardera ensemble les critères d'évaluation, les montants octroyés, la durée, donc la nature du financement, et ensuite un petit survol sur les calendriers du programme avec les dates importantes à venir. Et pour terminer, quelques consignes techniques pour mieux gérer notre période de questions-réponses ensemble. Alors, sans plus tarder, la parole à Marie-Pierre Cossette. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents. Votre intérêt est vif, donc on est très, très contents. Certains d'entre vous connaissent bien la programmation recherche intersectorielle sur le vieillissement. On a décidé d'appeler ça RIV. Question que ce soit un peu moins long en bouche. Donc, si vous voyez RIV, c'est la programmation recherche intersectorielle sur le vieillissement. Pour ceux qui avaient suivi un peu l'historique, puis Raphaëlla va le mentionner très, très rapidement, mais vous êtes au courant que c'est quand même une programmation de recherche qui existe depuis 2017, dans laquelle on a des cohortes, on a 4 cohortes qui ont été renouvelées ou qui sont en cours de renouvellement, que c'est aussi dans le cadre plus large de votre réseau québécois sur la recherche sur le vieillissement qui devient très, très intersectoriel cette année. Donc, il y a eu une bonification pour le faire. Donc, on s'inscrit vraiment là-dedans. On est très présent dans la gestion, dans le renouvellement de ces initiatives-là. Et dans le passé, il y a eu aussi plusieurs appels. Il y a eu des appels, oui, de laboratoires vivants, mais il y a eu des appels de type audace, des appels à solutions. Et on a décidé, en collaboration avec le secteur santé, qui a tout un pan de santé durable, de vraiment se concentrer dans les années à venir sur la capacité pour vous de développer des projets en mode laboratoire vivant. Donc, c'est pour ça que vous allez voir cette nouvel appel qui est attendu parce que plusieurs de vos projets prennent fin et vous continuez d'avancer en termes de communauté. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans le paysage. Donc, on a vraiment misé cette année dans la programmation RIV sur un volet de laboratoire vivant. Merci de votre intérêt. Merci de prendre le temps de vous informer avec nous ce matin. On va répondre à toutes les questions qu'on peut. On demeure disponible sinon. Je donne la parole à Raphaëlla pour tous les détails. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors oui, continuons. La table a été très bien mise par Marie-Pierre. Effectivement, une programmation anciennement nommée plateforme qui a vu le jour en 2017. On remarque que les grandes priorités qui avaient été soulevées en 2017 restent vraiment d'actualité. Donc, les priorités en termes des besoins des recherches étaient 4. Mieux connaître l'accord des personnes aînées de 85 ans et plus. Appréhender le vieillissement sous l'angle de la trajectoire, donc depuis une perspective de type parcours de vie. Maintenir à court, moyen et long terme les personnes aînées dans leur pleine capacité individuelle et collective. Et sûrement, grand défi, vieillir à l'ère numérique. Donc, on voit que ces priorités se retrouvent et résonnent encore très fort avec les nouveaux plans d'action pour la période 24-29 du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. On peut peut-être mettre les liens dans la conversation. Ce plan d'action est lié à la politique Vivre et vieillir ensemble chez soi dans sa communauté au Québec. On vous suggère vivement de lire la synthèse pour comprendre un peu mieux comment cette passerelle entre 17
et 24, c'est fait. Donc, ici, on a résumé quelque part les besoins des recherches, mais c'est vraiment une liste non exhaustive. Donc, ce concours, bien évidemment, et dans ce concours, bien évidemment, il est question de soins de santé, mais aussi des milieux de vie ou de travail, de volets intergénérationnels, de nouvelles dynamiques organisationnelles et sociales, la recherche de nouveaux équilibres et les rapports avec les technologies et les numériques. Et dans tout ça, s'ajoute aussi la nécessité d'inclure, bien évidemment, les utilisateurs et les utilisatrices des résultats anticipés, les milieux gouvernementaux, les décideurs, décideuses, les milieux industriels, entrepreneuriaux ou communautaires, vraiment dans un modèle de recherche intersectorielle, entendu au sens large des recherches intégrées. On voulait faire un focus sur l'approche laboratoire vivant parce qu'on sait bien que la définition de laboratoire vivant n'est pas univoque. Un laboratoire vivant peut prendre une multitude de formes. Nous les reconnaissons toutes. Donc, on est conscient que ça peut varier selon les contextes territoriaux, selon les contextes socio-économiques. Mais on sait aussi qu'il y a quelque part des assises, c'est-à-dire de constantes qu'on retrouve dans un laboratoire vivant et on voulait les mettre de l'avant pour nous donner la possibilité d'avoir une vision commune. Donc, c'est sûr que dans un laboratoire vivant, on s'attend à ce qu'il y ait une participation très active du milieu de pratique. Les milieux de pratique doivent être au cœur du laboratoire. C'est en fait un lieu, un tierce lieu où on peut renforcer, on doit renforcer des liens avec tout un écosystème. Bien évidemment, on développe une innovation ouverte à la croisée des différents environnements, ce qui nous permet de briser les silos, de placer l'objet des recherches et ses retombées comme un bien commun qui appartient à la collectivité. Donc, cette notion de collectivité nous semble très importante, ainsi que celle de bien commun. Aussi, les laboratoires vivants doivent avoir un potentiel de transformation par la co-construction. Et ça doit être une recherche, somme toute, porteuse de solutions qui soient axées sur les besoins du milieu de pratique et autant que possible qui répondent en fait aux objectifs stratégiques pour tout un écosystème. Donc, regardons maintenant l'objectif général du programme. En fait, l'été dernier, on a fait une consultation auprès des laboratoires vivants qui ont déjà reçu un financement de la part de la Direction des grands défis des sociétés pour comprendre quelle forme, quelque part, aurait pu prendre ce programme. Et on a compris que la pérennisation était vraiment l'enjeu principal. Donc, par ce programme, finalement, on veut contribuer à la pérennisation de l'écosystème des Living Labs au Québec pour répondre à ces besoins qui a été émis. La pérennisation peut, disons, passer par les soutiens aux itérations pour le développement de l'innovation, justement, peut aussi passer par les renforcements des liens dans l'écosystème, les renforcements des collaborations aussi entre parties prenantes et aussi, pourquoi pas, favoriser la pollinisation entre les projets, que ce soit au sein d'un même Living Lab pour développer justement un portfolio de projets dans les Living Lab ou interlaboratoires. Donc, il y a beaucoup de possibilités en fait qui s'offrent à nous avec ce programme qui a connu quand même une importante refonte. Donc, les objectifs spécifiques, la DGDS FRQ souhaite soutenir l'avancement des connaissances et des pratiques sur des questions en lien avec les bien vieillir, vues dans une perspective globale, holistique. Les deuxièmes objectifs, c'est d'identifier, tester et améliorer des solutions complexes et évolutives qui répondent à des défis de société. Le troisième, poser un regard neuf et multidimensionnel sur des enjeux complexes en lien avec le vieillissement de la population. Et enfin, les quatrièmes, encourager les partages des savoirs et l'apport des milieux de pratique pour à la fois stimuler la recherche et soutenir des écosystèmes dans un contexte d'action ou d'intervention plurielle. Vous retrouvez ces objectifs, bien évidemment, dans le lien des règles de programme. Maintenant, allons regarder ensemble les volets. On a deux volets. Un volet démarrage pour financer des nouveaux laboratoires vivants et un volet ancrage pour les renouvellements. Partons par les démarrages. Donc, l'objectif de ces volets, c'est vraiment de donner la possibilité à des nouveaux laboratoires vivants de voir les jours. Mais c'est très important que l'objet des recherches soit en complémentarité avec ceux des laboratoires qui sont déjà financés. En fait, on a aussi écouté et entendu la communauté qui nous a parlé et on trouve intéressant de faire de la place,
plus de place à des nouveaux, mais qu'il y ait vraiment dans une perspective vraiment d'ouverture et de collaboration si possible, même si la capacité à optimiser, coordonner ou mutualiser des actions avec les autres Living Labs n'est pas nécessairement requise. Bien évidemment, elle est encouragée. Mais en gros, ce qui est important pour les nouvelles équipes qui décident de se lancer dans un nouveau laboratoire vivant, c'est de démontrer vraiment une bonne connaissance de l'écosystème des Living Labs au Québec et mettre en évidence la contribution et la valeur ajoutée que les projets apportent à l'écosystème. Donc, passons maintenant au volet ancrage pour les renouvellements. Donc, très attention, si vous avez reçu un financement pour un Living Lab autre que par la direction des grands défis de société, ce volet ne s'applique pas à vous. C'est-à-dire que c'est vraiment un renouvellement qui s'applique aux Living Lab déjà existants et qui ont été financés par la direction des grands défis de société. Donc, à partir des objectifs généraux et spécifiques, on a vraiment essayé d'identifier des possibles finalités de ce volet, tout en restant très large pour répondre à une grande diversité quand même de besoins qui ont fait surface lors de la consultation. Alors, vous pouvez déposer dans les volets ancrage si vous souhaitez surmonter des défis pour atteindre les objectifs initiaux. Vous pouvez déposer aussi si vous souhaitez accélérer l'innovation ouverte par des itérations supplémentaires ou encore explorer des nouvelles pistes de recherche et d'action à partir d'une première innovation qui a déjà été développée. Donc, en gros, ce volet vise à consolider l'infrastructure qui a été créée et à améliorer les cycles de développement des innovations sociales et technologiques qui sont rattachées au laboratoire. Maintenant, l'admissibilité. Donc, il y a une nouveauté dans la composition minimale d'équipe qui est vraiment la personne provenant d'un milieu de pratique. Elle est maintenant obligatoire. C'est le point 3 de la liste. En plus de la personne provenant d'un milieu de pratique, bien évidemment, il doit y avoir un chercheur principal ou une chercheuse principale pouvant se prévaloir d'un statut 1, 2 ou 3 selon les règles générales communes. Et cette personne doit être la responsable de la demande et doit être accompagnée d'un co-chercheur ou d'une co-chercheuse pouvant se prévaloir du statut 1, 2 ou 3 et qui serait issu d'un secteur différent duquel relèvent les chercheurs principaux, en fait, qui est responsable de la demande. Donc, en gros, deux secteurs distincts. Pour ce qui est des membres facultatifs et illimités, bien évidemment, on peut ajouter tout chercheur ou chercheuse de statut 1, 2 ou 3. Aussi, toute autre personne qui provient d'un milieu de pratique, un nombre illimité et aussi un nombre illimité de collaborateurs. Pour le rôle, alors je vous suggère, en fait, je demanderai à mon collègue à la technique Lévy de partager dans la conversation l'hyperlien vers les règles générales communes. Je vous suggère, pour ceux qui peut-être sont un peu moins familiers avec la nomenclature FRQ, d'aller voir les règles générales communes pour comprendre la définition de chercheur principal, de statut, co-chercheur ou collaborateur, mais je voulais plutôt me concentrer en fait sur la personne provenant d'un milieu de pratique, sur son rôle, ainsi que sur les rôles de co-directeur ou co-directrice, parce que ce sont vraiment des rôles propres à ce programme. Donc, ce sont des conditions de l'appel présent. Donc, la personne provenant d'un milieu de pratique, elle doit avoir un rôle essentiel à la réalisation du projet. C'est pourquoi il y a au moins une personne provenant du milieu de pratique qui rentre dans la composition minimale d'équipe. Parce que sans les milieux de pratique, un laboratoire vivant devient pratiquement impossible. Donc, elle est essentielle à la réalisation du projet, notamment par ses savoirs expérientiels ou culturelle spécifique au milieu de pratique, sa fine compréhension de l'écosystème entourant les projets et sa contribution significative à l'ensemble de la démarche de co-construction. Maintenant, les co-directeurs ou co-directrices, pourquoi on a inséré ce rôle? Parce qu'on se rend compte que la composition d'une équipe dans un Living Lab est très composite, donc on veut vraiment donner l'opportunité d'établir une
voilà, un leadership partagé, si on peut les définir ainsi, pour faire en sorte que ces Living Labs puissent vraiment mûrir, voir les jours, mûrir ou se développer davantage. Donc, en fait, un co-directeur ou une co-directrice est une personne qui s'engage à contribuer de manière significative au déroulement efficace des activités, notamment sa gestion, et qui participe aussi à la reddition des comptes qui s'y rattachent. Et vous pouvez identifier comme co-directeur ou co-directrice tant un chercheur ou une chercheuse qu'une personne provenant du milieu de pratique, ce qui rend vraiment la composition d'équipe et la distribution des rôles très dynamique et très intéressante. Attention, pour la codirection, en fait, on voulait juste signaler qu'il n'y a pas réellement des cases à cocher dans les formulaires. En fait, vous devez expliquer la composition de l'équipe et les rôles de chaque membre directement dans les textes de la demande lorsque vous serez amené à écrire un paragraphe justement sur la description de la gouvernance ou sur la composition de l'équipe. On le verra tout de suite après. Donc, prenez ça bien en note. Ensuite, un autre cône orange suit, ça serait vraiment pour le volet ancrage, renouvellement. En fait, il n'est pas nécessaire d'avoir fourni les rapports financiers et les rapports finaux associés à la subvention initiale pour déposer une demande. Donc, vous pouvez déposer sans avoir déposé votre rapport. Et si jamais les chercheurs principaux, donc les responsables de la demande initiale, ne souhaitent plus continuer dans les projets, mais souhaitent que les projets continuent sans lui, ben, il devra tout simplement fournir une lettre d'appui pour la poursuite du projet. Donc, on va retrouver toute cette information-là aussi dans les documents obligatoires à fournir. Mais donc, c'est possible pour un Living Lab de continuer sans les responsables initiaux de la demande. Pour la participation à plus d'un projet, ben en fait, ce n'est pas possible de participer en tant que chercheur ou chercheuse principale à plus d'un projet. Donc, soit vous choisissez les volets renouvellement, donc les volets ancrage, soit vous choisissez les volets démarrage, donc un nouveau Living Lab. Il est toutefois possible pour une personne de participer à titre de co-chercheur ou co-chercheuse dans un autre laboratoire. Donc, vous pouvez être responsable de demande, donc chercheur principal pour une seule demande, mais vous pouvez participer en tant que co-chercheur ou co-chercheuse dans d'autres Living Labs en même temps. Donc, maintenant, les documents obligatoires à fournir. Donc, c'est assez composite. Donc, je vous encourage à prêter attention et à noter vos questions pour la suite, si vous en avez. Donc, le formulaire électronique est disponible dans les portfolios électroniques FRQNet. Pour y accéder, vous devrez choisir la section santé et il est disponible en fait sous concours disponible, programme, subvention de recherche. Au formulaire, vous devez intégrer un texte. Donc, partons du volet démarrage. Les textes de la demande doivent être de maximum 5 pages. Vous devez insérer une description du projet et ensuite, vous devez décrire la stratégie de mise en œuvre du Living Lab, du laboratoire vivant, notamment pour nous expliquer comment vous allez faire converger les intérêts qui sont parfois divergents des parties prenantes et les engager de façon durable, favoriser la collaboration, coordonner de manière efficace les parties prenantes et aussi mettre les milieux de pratique au cœur du projet en favorisant l'appropriation de l'innovation ouverte. Ensuite, troisième et dernier bloc du texte, c'est vraiment la composition de l'équipe. Donc, c'est vraiment là que vous allez, entre autres, décrire si vous attribuez les rôles de co-directeur ou co-directrice à quelqu'un, qui sont les co-chercheurs, qui fait quoi dans l'équipe. Donc, c'est aussi ici que vous pouvez ajouter un descriptif des partenaires anticipés ainsi que de leur rôle. Ça, c'est pour les volets démarrage. Maintenant, passons à ancrage. Le texte de la demande, cette fois-ci, est un peu plus long parce qu'il faut inclure également les bilans des réalisations, bien évidemment. Donc, on veut savoir un peu l'état de l'avancement du projet, quels étaient les objectifs initiaux et comment le projet a avancé en une page maximum. Les principales réalisations en 2 pages.
On souhaite aussi recevoir en 2 pages maximum sur la gouvernance, la gestion du laboratoire vivant, les partenariats et les collaborations qui ont été développées. Et ensuite, 1 page sur l'implication du milieu de pratique au cœur du laboratoire vivant. Au bilan suit la proposition de renouvellement qui doit être de maximum 3 pages et peut prendre la forme soit d'un plan de maintien, soit d'un plan de renforcement ou de réorientation du laboratoire vivant. Donc, vous voyez qu'on est resté vraiment très large pour offrir la possibilité à tous les laboratoires de pouvoir accéder au concours. En plus du texte, il faut fournir une lettre d'appui, on le disait tantôt, si les responsables de la demande initiale n'est plus les mêmes. Pour les 2 volets, on a des documents qu'il faut fournir et sont pareils. Donc, on a un bloc commun, si l'on veut, de documents à fournir. Ce sont les CV abrégés, tant pour les profils académiques, donc pour les chercheurs principaux et chercheuses principales et aussi les co-chercheurs, que pour les profils autres qu'académiques, pour les personnes justement provenant d'un milieu de pratique et qui sont identifiées dans les formulaires. Nous avons préparé des gabarits, ils se retrouvent dans les règles des programmes. Je ne sais pas si on peut les partager dans la conversation, mais dans tous les cas, il y a une boîte à outils qui prend la forme d'un tiroir dans la page des règles des programmes. On n'a pas réellement un hyperlien pour la boîte à outils, mais elle se trouve vraiment en bas de page. Vous pouvez cliquer dessus et toute une série de documents vont apparaître. Ensuite, il faut fournir une lettre appuyée signée par au moins une personne provenant du milieu de pratique identifiée dans les formulaires. Donc, dans cette lettre, la personne doit vraiment démontrer l'intérêt du milieu de pratique pour la co-construction itérative et pour l'innovation ouverte et aussi doit expliquer la nature de l'implication dans cette proposition. Ensuite, la lettre de l'établissement gestionnaire confirmant les soutiens au laboratoire vivant et un budget détaillé des justifications budgétaires. Donc, je vous prie à la lecture des règles de bien noter le nombre de pages maximum que chaque document peut avoir. Passons maintenant aux critères d'évaluation. Donc, une vue globale. Vous verrez qu'à part pour la qualité du bilan, les critères sont les mêmes pour les 2 volets et c'est la pondération qui change. Alors, partons du volet démarrage. Nous avons 3 critères. Qualité du projet de recherche qui vaut 40%. La composition de l'équipe et l'implication du milieu de pratique très important également. Donc, elle vaut aussi pour 40%. Et les potentiels transformateurs et portée des retombées qui vaut à ce stade-ci 20% parce qu'on comprend qu'on va mettre beaucoup d'efforts au début vraiment dans la construction du Living Lab, du laboratoire vivant comme tel. Ensuite, les volets ancrage, il y a la qualité du bilan, bien évidemment, qui est très importante, donc elle est évaluée à 30%. Ensuite, la qualité du projet de recherche qui s'inscrit en continuité avec les projets déjà évalués auparavant, c'est 20%. La composition de l'équipe et l'implication du milieu de pratique, c'est 20% parce que c'est un renouvellement, donc il y a déjà un foisonnement qui est là. Et le potentiel transformateur et la portée des retombées, cette fois-ci, on augmente un peu à 30%. Regardons un peu plus dans les détails, donc la qualité du bilan pour les volets ancrage, on va vraiment aller regarder l'état d'avancement et les principales réalisations, on va aller évaluer la gouvernance, la gestion du laboratoire vivant, les partenariats, les collaborations et l'implication du milieu de pratique au cœur du laboratoire vivant. Donc, vous voyez qu'il y a une correspondance assez fidèle, je dirais très fidèle même, entre les textes de la demande qu'on vous propose et les critères d'évaluation qu'on emploie justement pour favoriser en fait une évaluation équitable. Donc, soyez très attentifs à comment vous écrivez les textes parce qu'il y a une forte correspondance. Ensuite, la qualité du projet de recherche, là, on va voir la clarté, la pertinence à la lumière des objectifs du programme. Bien évidemment, les objectifs spécifiques, mais aussi les besoins des recherches évoqués un peu dans les contextes, la valeur ajoutée pour l'écosystème québécois des laboratoires vivants, la mutualisation des ressources. Ensuite, on va analyser aussi la qualité scientifique du projet, notamment en ce qui concerne l'approche méthodologique, et la faisabilité et pertinence de la stratégie de mise en œuvre, incluant les itérations pour l'intégration de l'innovation dans les contextes de vie.
Ensuite, la composition de l'équipe et l'implication du milieu de pratique, ben, c'est là qu'on va vraiment regarder la synergie, la diversité, la complémentarité et aussi les niveaux d'intégration entre différentes expertises. C'est aussi là qu'il se situe vraiment la co-construction, l'ancrage dans les milieux de pratique, la collaboration entre les parties prenantes et aussi la qualité de l'organisation, de la gestion, la robustesse de la gouvernance. Enfin, pour les potentiels transformateurs et les portées des retombées, on va regarder les potentiels de transformation qui est inhérent à l'innovation ouverte et aussi la portée des retombées pour les groupes ciblés, pour l'écosystème laboratoire vivant au Québec et aussi en positionnement à l'international. Maintenant, pour le montant, on a 200 000 par année pour une période maximale de 3 ans, tout volet confondu, et la période d'octroi peut s'étaler d'avril 2025 à mars 2028. Donc, ce financement bénéficie d'un montant supplémentaire de 27 du budget octroyé qui sera versé directement aux établissements gestionnaires par la FRQ pour couvrir les frais indirects de recherche. Et aussi, dans les cadres, on voulait souligner que dans les cadres d'un renouvellement pour les volets ancrage, des sommes à reporter pour une année additionnelle d'utilisation telle qu'est prévue par la section de l'article 6.10 des RGC ou les autres congés admissibles ne constituent pas une prolongation de la période d'octroi. Donc, vous pouvez disons que les cas prévus par l'article 6.10 et les autres articles nommés dans cette présentation et dans les règles du programme font en sorte qu'un report dans ces contextes ne soit pas considéré comme une prolongation de la période d'octroi. Donc, allez bien réviser les règles générales communes si vous pensez que ce cas peut s'appliquer à vous. Pour le calendrier, ben, la date limite de soumission des demandes pour les deux volets est le 8 octobre à 16 heures et l'annonce des résultats du concours sera faite en décembre 2024 pour un financement justement 25-26.